Tu écoutes l'épisode 178 de S'ouvrir à l'amour, santé mentale et respiration avec Stéphane Janson de la Breathing Academy. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de clôturer cette série de 5 épisodes sur la santé mentale avec un outil qui est vraiment sous-estimé, qu'est la respiration. Et puis pour en parler, j'avais envie d'inviter un spécialiste, Stéphane Janson, qui est le fondateur de la Briefing Academy qui se trouve en France et qui a également écrit le livre La respiration, bien plus qu'une pratique essentielle. Bienvenue Stéphane. Merci Sandy, merci pour ton invitation. Alors, je t'ai découvert en fait via le podcast de Major Mouvement. Ok. Et j'ai adoré comment tu as réussi à expliquer les bienfaits de cet outil merveilleux que sont nos poumons, et on va en parler plus loin. Et j'avais vraiment envie de prendre l'axe de la santé mentale parce que je trouve en fait que souvent, quand on parle de santé mentale, on se dit c'est tout dans la tête. Bien sûr. Et qu'il y a plein de choses qu'on peut faire en passant par le corps. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être le lien qu'il peut y avoir entre notre manière de respirer et puis la santé mentale? Comment tu mettrais des mots dessus? Ah, c'est intéressant. Alors écoute, la respiration est au centre de toutes les fonctions physiologiques. C'est la plus primordiale en fait de notre santé, de notre maintien en vie. Hein. On dit classiquement, c'est très classique, mais qu'on peut arrêter de boire, on peut arrêter de manger sur des durées plus ou moins longues. En revanche, arrêter de respirer plus de 3, 4, 5 minutes, ça devient très complexe pour la plupart d'entre nous. Les meilleurs apnéistes arrivent à dépasser les 11 minutes, mais il faut un entraînement assez long. En tout cas, ça veut dire que la respiration doit être présente. Et la chance qu'on a avec la respiration, c'est que c'est un outil, comme tu l'as dit, qui est toujours disponible, qui est gratuit, qu'on a toujours avec nous, et qui a cette particularité dans la fonction physiologique qu'elle est à la fois automatique, autonome, c'est-à-dire que mon cerveau la régule en fonction de mes activités, de mes pensées, de mes émotions. Donc tous ces éléments-là vont avoir un impact sur ma respiration, vont l'accélérer, la ralentir, la rendre plus ample, plus subtile. Mais en même temps, cette fonction respiratoire, je peux décider de la contrôler consciemment. Je peux décider justement d'arrêter de respirer, je peux décider d'accélérer ma respiration, je peux même décider de ventiler avec différentes zones de mon corps. Et tout ça va avoir une signature aussi, pour le coup, sur mes états. Les mêmes qui agissaient de manière inconsciente sur ma respiration, là, je peux prendre conscience et contrôle de ma respiration pour influencer mes états. C'est vraiment ça qui est magique. Après, il faut savoir comment faire, pourquoi faire, dans quel but. Mais en tout cas, ça nous donne un super pouvoir de maîtrise de soi, de contrôle de soi et de décider dans quel état émotionnel, mental, physique je veux atterrir. Ouais, j'adore ce résumé, cette explication, puis je trouve que ça redonne espoir aux personnes qui ressentent de l'anxiété ou qui se sentent des fois comprimées, sans énergie, qu'elles peuvent en fait, grâce à quelque chose d'aussi simple et pratique, influencer consciemment leurs états. Alors on va commencer vraiment par le commencement. Comment tu définirais, toi, une bonne manière de respirer? Alors, il y a déjà plusieurs manières de respirer en fonction des situations. D'accord? Donc, la bonne manière de respirer, c'est vraiment en fonction de la situation. Ensuite, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est chacun très différent et qu'on a forcément tous une spontanéité dans la respiration. Donc, ce qui va être vrai, complètement vrai pour moi, n'est peut-être pas complètement vrai pour toi. Donc, il y a toujours une petite possibilité d'individualiser les approches et les conseils. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a quand même des grands principes qui vont nous permettre de mettre en place une bonne respiration. La première, c'est d'avoir une respiration plutôt nasale. En tout cas, dans la plupart de mes secteurs de vie. Nasal, ça veut dire que je vais me concentrer uniquement sur l'inspiration et sur l'expiration, amener le flux d'air par le nez. Forcément, il y a des moments de vie, comme quand je fais du sport, par exemple, où ça va être plus difficile que quand je suis dans mon canapé en train de lire un livre. Mais ça, c'est vraiment un principe fondamental, y compris la nuit. Alors tu vas me dire comment je sais que je respire par le nez la nuit. Bon, on a des petites astuces, on peut utiliser des petits appareils, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant. Et surtout, si les personnes qui nous écoutent ont des enfants, de veiller à ce que cette respiration nasale soit en place, y compris la nuit, et absolument tout le temps pour les enfants. Voilà. Vraiment, c'est un élément de vigilance.
Donc C'est nasal, c'est quoi, important. c'est quoi l'avantage? Pourquoi c'est avantageux de respirer par le nez? Bah, déjà parce que c'est ce qu'a prévu la nature. La nature, elle a prévu qu'on allait respirer par le nez. Tout est construit pour ça. Il y a à peu près une trentaine de fonctions qui sont liées à la respiration nasale, qui sont bénéfiques. Ça va des plus classiques comme filtrer l'air, parce que j'ai tout un système de poils à l'intérieur du nez, de mucus à l'intérieur du nez, qui va me permettre de capturer en fait toutes les particules pathogènes avant qu'elles rentrent dans un environnement pulmonaire qui est très sensible. Donc la filtration, c'est important. Réchauffer l'air si je suis en hiver à l'extérieur et qu'il fait froid, ben, je peux conditionner l'air dans sa température pour qu'il soit mieux accepté par mes poumons. Je peux humidifier l'air, ça c'est plus ce qui va nous intéresser cet été quand il fera très chaud et très sec. Ben, j'ai toujours un peu d'humidité dans le nez, donc je vais pouvoir humidifier l'air qui est inspiré parce que l'environnement pulmonaire est un environnement humide. Je vais réduire aussi la respiration par le nez. Ça, c'est un élément important. Dans la respiration, ça va me permettre d'enchaîner sur les deuxièmes éléments, c'est que c'est pas forcément le plus qui est le mieux. En réalité, au même, on dit l'inverse, c'est moins je respire, plus efficace est ma respiration. Donc le fait de contrôler mon débit nasal par les toutes petites ouvertures de mes narines, c'est mieux que par une grande bouche ouverte, et ça va me permettre de favoriser les échanges. Et donc du coup, bah, la respiration nasale, elle va être bien aussi, ça va être un deuxième élément, avec une respiration qu'on va appeler diaphragmatique ou plus communément ventrale. C'est-à-dire que c'est la partie inférieure de mon abdomen, donc le diaphragme, qui est un grand muscle en fait au niveau de ma cage thoracique, qui va osciller de haut en bas pour créer du volume dans mes poumons. Et ce diaphragme, il va me permettre de bien réguler mon souffle, d'être en contrôle de mon souffle, et en même temps d'alimenter la zone pulmonaire où il y a le plus d'échanges, c'est-à-dire plutôt la partie basse. Et en même temps, ce diaphragme, il a des conséquences sur plein d'autres fonctions physiologiques, comme la posture, la circulation sanguine, la digestion, la circulation lymphatique. Donc j'ai tout intérêt à remettre en place cette fonction diaphragmatique. Et derrière ça, je peux imprimer un schéma respiratoire qui va plutôt être lent, plutôt régulier, ça c'est important, et on dit plutôt subtil ou silencieux, c'est-à-dire que la respiration du quotidien, elle n'est pas nécessairement audible. Quand j'ai ça, j'ai des bonnes bases pour avoir une respiration efficace. J'adore la clarté avec lequel tu décris. Déjà, rien que Merci. quand tu le décris, ça nous calme aussi d'un cran. Alors pour peut-être aider les personnes à comprendre, j'aime bien aussi te demander l'inverse. C'est quoi les mauvaises manières de respirer? C'est quoi les symptômes les plus courants que tu vois, que tu observes quand quelqu'un se dit mais je sens que ça va pas, que je respire mal. Mhm. C'est quoi ces mauvaises manières ou ces symptômes? Alors, il y a plusieurs éléments. Je crois que le plus communément observé, c'est une respiration qui s'est déplacée vers le haut et qui va activer davantage la cage thoracique que le diaphragme, justement. C'est quelque chose qui se met en place de manière insidieuse en réalité. C'est ce qu'on observe. Ça peut être très jeune déjà. Et c'est presque une réponse à un réflexe archaïque lié au stress ou lié à la stupeur. Par exemple, si je te fais peur, bouh, voilà, exactement. Tu vas te reculer et puis on va avoir ce petit mouvement de poitrine et cette inspiration comme ça de surprise. Alors si c'est une fois de temps en temps, c'est pas très grave, mais si c'est régulier, bah, je vais mécaniquement faire comprendre à mon cerveau qu'en fait la bonne inspiration, c'est ce mouvement-là vers le haut et en général qui s'accompagne avec une respiration buccale. Donc j'ai déjà mes deux premiers principes qui sont perdus et petit à petit, je vais avoir cette respiration buccale qui s'installe de manière permanente et la fonction diaphragmatique qui est oubliée dans sa conscience et même dans sa version inconsciente. Donc ça, c'est presque le plus préjudiciable, je dirais, parce que du coup, bah, j'ai des grands volumes, j'ai quelque chose qui va être plutôt rapide, plutôt saccadé, et puis je me prive en fait de la fonction nasale qui, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, est plutôt bénéfique. Donc ça, c'est un élément qu'il faut observer, et puis très vite retravailler pour se réapproprier la juste fonction et surtout la réimprimer dans notre inconscient quelque part pour que dans sa version automatique, la respiration redevienne vertueuse. Et puis, qu'est-ce que tu penses? J'ai aussi vu des fois des gens qui ont la respiration inversée, c'est-à-dire en inspirant, ils rentrent le ventre, et puis Ouais. Hmm. je Bon, en voudrais bien. général, c'est parce que la cage thoracique s'active. Si j'ouvre ma cage thoracique, mécaniquement, en fait, je vais étirer mon diaphragme et ça va avoir une espèce de d'aspiration de l'abdomen. Mhm. Donc, c'est ce qu'on appelle une respiration paradoxale. Effectivement, le ventre se rentre à l'inspire, alors qu'en théorie,
on devrait observer, grâce à l'abaissement du diaphragme, que les viscères sont projetés vers l'avant et donc créer une impression de gonfler le ventre. C'est pas parce qu'il y a de l'air dans le ventre qui arrive, mais c'est juste parce que, par effet de déplacement des volumes, on a ce transfert des organes. Pourquoi c'est mauvais de respirer par la bouche? J'avais même lu que ça pouvait avoir des conséquences au niveau cardiaque. Est-ce que... Alors, tout ce qui va se déplacer vers le haut, la cage thoracique, la respiration buccale qui va être trop conséquente, on va observer pas mal d'effets secondaires, entre guillemets. La respiration thoracique, par exemple, va imposer une pression au niveau de la sphère cardio-pulmonaire qui va être un petit peu plus importante que celle dont on a vraiment besoin. Ça va nous placer dans un état du système nerveux. Je sais que tu parles souvent du système nerveux qui va être plutôt de l'ordre de l'orthosympathique ou du sympathique. Donc ça va agir de manière préférentielle et un peu plus soutenue sur l'accélération du rythme cardiaque et l'augmentation de la tension artérielle, avec moins d'incursion dans la sphère parasympathique qui va venir tempérer ça et réguler. Donc ça, je vais plutôt l'avoir avec une respiration diaphragmatique ventrale parce que j'aurai une meilleure stimulation de ce fameux nerf vague dont on parle souvent, qui va m'aider justement à rééquilibrer. Donc ça, c'est pour la partie thoracique. Ma respiration va être plus rapide, plus insistante sur l'inspiration. Je vais perdre aussi l'habitude d'avoir une bonne expiration. Et on s'aperçoit de plus en plus que l'expiration est un élément clé, en fait. Savoir bien expirer, c'est le préalable d'une bonne inspiration. C'est pas l'inverse. Pour autant, à chaque fois que je demande à quelqu'un de respirer, le réflexe, c'est d'inspirer. D'accord? Donc là, il faut aussi changer un petit peu de paradigme. On se nourrit beaucoup des traditions dans le travail respiratoire parce que dans le yoga, dans les médecines traditionnelles, dans les arts martiaux, etc., on a toujours mis beaucoup d'emphase sur la respiration. Et puis ça s'est perdu un petit peu. Pour autant, moi, j'ai dans ma bibliothèque des livres de médecins du début 19e où les médecins écrivaient inutile de prescrire des médicaments à un malade si sa respiration n'est pas déjà efficace. Donc travaillons déjà sur la respiration, aidons-le à rétablir un équilibre et ensuite on vient compléter si besoin. Donc ce message-là, il est écrit dans les livres que j'ai récupérés. Ensuite, sur la partie buccale, puisqu'on parlait de ça aussi, là, on est plus dans la précaution, surtout pour les enfants. Ouais, j'insiste beaucoup là-dessus. 53% des enfants respirent par la bouche. Et on retrouve directement, en conséquence, des troubles oro-myofaciaux. Donc, on va vraiment dénaturer la fonction nasale, la structure osseuse de la mâchoire et donc l'alignement des dents, la posture, la forme du visage. Et tout ça, ça peut être complètement lié à la respiration. Donc, fort heureusement, aujourd'hui, on en parle de plus en plus de cette respiration. Il y a aussi de plus en plus d'études scientifiques qui viennent étayer les propos. Et donc, beaucoup plus de professionnels de santé, médecins, orthodontistes, qui s'intéressent à cette fonction, de la réinstaller de manière efficiente au préalable d'un traitement. Donc, c'est valable pour un traitement dont on aussi chez les enfants. On va déjà regarder si la respiration est juste et ensuite appareiller. Comment tu peux Alors, on sort du sujet, mais un enfant, comment tu lui dis de respirer différemment, en fait? En le faisant exercer en journée jusqu'à que ça devienne automatique Ouais, il y aussi a la déjà le nuit? premier élément, c'est prise de conscience. Ouais. Prise de conscience, ça veut dire que nous, en tant que parents, on doit avoir conscience de ce que produit mon enfant quand il respire. Donc, ça veut dire qu'il faut que je l'observe. Il faut que je l'observe quand il est dans sa journée, quand il lit, quand il joue, quand il regarde une tablette, parce que faut pas se leurrer, ils en ont tous, quand il dort, quand il mange et quand il parle aussi. Voilà. Donc j'ai pas mal le moment en fait d'observation de l'enfant. Et ensuite, de l'aider à prendre conscience de cette respiration. C'est-à-dire si j'observe mon enfant en train de lire bouche ouverte, je viens et je lui aide à prendre conscience que il peut fermer la bouche et reprendre une respiration nasale. Mhm. Au préalable, je vais aussi m'inquiéter de savoir si cette fonction nasale n'est pas empêchée, parce que peut-être que physiologiquement, il y a un élément qui empêche la fonction nasale, et auquel cas, je peux consulter pour m'aider. Je vais regarder aussi la position de la bouche, la langue dans la bouche. Est-ce qu'elle est bien au palais? Est-ce qu'elle est bien contre les dents de dessus? Si c'est pas le cas, je peux travailler à cette rééducation. Et il y a des professionnels pour ça. Il y a des kinés spécialisés dans les troubles oromyofaciaux qui vont m'aider à travailler la position de la langue ou des orthophonistes. Donc il faut absolument pas se priver de ce travail spécifique pour que tous les éléments qui concourent à ce que la respiration nasale soit possible soient en place. Et Mhm. plus tôt je le fais, mieux c'est pour le développement de l'enfant. Et du coup, c'est aussi des conseils que, par exemple, quelqu'un qui voit qu'il respire par la bouche et qui est adulte, c'est aussi des conseils qu'il peut prendre pour lui, en fait. Tout à fait, tout à Ouais. fait. Oui, c'est vraiment important. Il n'y a jamais de
mauvais âge pour réinstaller une fonction physiologique efficace. Et c'est encore plus simple quand on est adulte parce qu'on peut agir sur soi plus facilement et donc travailler sur ces éléments-là. Tu avais évoqué la respiration la nuit et j'aurais aimé parler justement avec toi de comment on peut savoir si on respire bien la nuit. En fait, quels seraient les indicateurs qui nous font comprendre que ouh là il y a quelque chose à faire. Et puis quelles sont les solutions parce que bah la nuit c'est difficile de se contrôler en respirant. Qu'est-ce que toi tu recommanderais? Alors c'est pareil, c'est l'observation de soi en fait, hein. Puis si j'ai un partenaire, ben, on peut s'auto-observer, c'est pas mal. Si je me réveille un peu la nuit, je peux regarder mon partenaire et puis vice-versa. Ensuite, la sensation du matin. Est-ce que je me suis reposé? Est-ce que ma nuit a été réparatrice? Est-ce que je me suis levé plusieurs fois la nuit, peut-être pour aller aux toilettes, etc. Ça c'est un indicateur aussi. Et puis, est-ce que j'ai la bouche sèche le matin, par exemple? Ce qui pourrait vouloir dire que j'ai ventilé majoritairement par la bouche. Donc une fois que j'ai ces éléments-là, bah, je peux regarder ce qui pourrait être ajusté et puis trouver des stratégies qui vont me permettre de le faire. Donc après, il y a pas mal de techniques. S'il s'agit finalement de s'assurer que la bouche est bien fermée la nuit, si par ailleurs j'ai pas d'obstruction nasale et d'éléments qui m'empêchent de respirer par le nez de manière normale, bah, je pourrais très bien utiliser peut-être un petit sparadrap, juste pas sur toute la bouche ni en faisant des tours de scotch autour du visage, mais juste pour venir dans la sensation venir pincer mes lèvres. Voilà, souvent, ça suffit en fait. Il y a certaines tribus indigènes qui observent justement les enfants nouveau-nés en train de respirer, et quand ils ouvrent un peu la bouche, le simple fait de venir repincer les lèvres, ça remet en place ce réflexe, et ça suffit à remettre la respiration au côté nasal. Donc pour nous, adultes, c'est la même chose. Et puis ensuite, je peux m'interroger si ma langue est bien positionnée. Parce que ma langue d'adulte, elle doit être aussi au palais, aussi sur les dents de devant pour dégager les voies aériennes et puis réaliser cette pression sur le palais dont j'ai besoin. Donc si c'est pas le cas, bah, je peux utiliser des petits systèmes de gouttières qui vont, de manière très ponctuelle, m'accompagner de manière inconsciente à replacer ma langue sur le palais. Nous, on a un partenaire qui s'appelle Mashouyu. J'adore ce produit parce que déjà le dentiste qui l'a inventé est passionnant, mais ensuite c'est hyper efficace chez les enfants et chez les adultes. Donc je porte cette gouttière, j'ai ma bouche qui va être fermée, ma respiration qui va être nasale et ma langue qui va être justement placée pendant la nuit. Et ça, il faut le faire pour que la nouvelle habitude se mette en place. Il faut le faire tout le temps. Il faut le faire combien de temps? Oui, je peux le faire la journée quand je suis concentré sur mon ordinateur et que j'ai pas besoin de répondre au téléphone. Je peux l'utiliser la nuit pendant quelques temps, le temps de rééduquer. Voilà, donc ça c'est à disposition. Et puis c'est à moi d'observer les changements, à quelle vitesse ils se mettent en place et à quelle vitesse les nouvelles habitudes s'intègrent. Moi, je me rappelle, j'avais fait cette histoire de sparadrap. Hmm. Après, j'avais été malade, où j'avais pas pu respirer par le nez, et j'ai remarqué que ça avait changé mon habitude. Et en effet, les symptômes que tu disais de la bouche sèche le matin, d'avoir l'impression de pas avoir dormi, en fait, je l'ai vraiment senti. Mais je dois dire que au départ, en fait, se mettre un sparadrap, alors c'était un sparadrap très léger, juste Mhm. comme ça. Au départ, ça fait un peu flipper. Ouais, c'est un peu anxiogène, je sais, c'est un peu anxiogène. C'est pour ça que le préalable de dire est-ce que ma fonction nasale est bien en place, c'est important. Le préalable de dire j'en mets pas partout, comme ça j'ai quand même les lèvres qui peuvent s'ouvrir si j'ai besoin de respirer. Éventuellement de tester la journée. Je suis en train de travailler, du coup ça me rassure. Puis il y a d'autres stratégies, hein. Moi, c'est celle que j'utilise assez fréquemment, y compris pour moi. Voilà, donc demandez vos conseils au médecin aussi et puis essayez, testez. Voilà, testez la journée, testez sur une petite sieste l'après-midi. Regardez comment ça se passe pour avoir confiance et puis ensuite la nature fait le reste. Exactement, moi j'avais fait ça, je m'étais mis 15 minutes devant la télé où en fait on réfléchit pas trop au truc, Hmm. puis on voit qu'il n'y a pas mort d'homme ou de femme, Bien et sûr. après du coup c'était plus facile de m'endormir avec, et c'est vrai, ça m'a pris, je dirais, 3 semaines avant de revenir à mon ancienne respiration. Mhm. Mais c'est vrai que ça fait un énorme changement dans comment on se sent le matin. Si on essaye un peu d'aller un peu dans les causes, donc tu as évoqué une partie, on va dire, plus liée au Mhm. stress qu'on vit. Qu'est-ce qui peut faire que, justement, à part le stress, qui peut impacter négativement notre manière de respirer? Est-ce que ça peut être une question de posture? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres raisons, on va dire, physico-physiques, en dehors du stress, qui peuvent justement créer ces problèmes? Oui, oui, bien sûr. Alors il y a plusieurs éléments. Le fait de bien comprendre que cet appareil ventilatoire déjà s'entretient.
D'accord? C'est une structure, la cage thoracique, des muscles, le diaphragme, les intercostaux, des poumons qui sont élastiques. Et donc, cette structure, elle doit fonctionner. Le corps, il aime pas quand une fonction prévue ne fonctionne pas, parce que du coup, je perds l'habitude et je perds la qualité du fonctionnement. Donc, entretenir une fonction ventilatoire, c'est important. Comment on le fait au quotidien? Alors, effectivement, je peux faire un travail ventilatoire spécifique. Ça, c'est en général ce qu'on utilise pour se réapproprier la fonction. Mais au quotidien, bouger, faire du sport, donc éviter d'être trop sédentaire, ça va forcément m'amener à utiliser cette fonction de manière plus ample que quand je suis dans mon canapé devant la télé. Donc c'est aussi pour ça qu'on insiste sur la nécessité d'activité physique. C'est qu'avec l'activité physique, j'ai de la ventilation qui se met en place et donc j'entretiens mon appareil ventilatoire. Deuxième élément, la posture, tu l'as mentionné. Quand je suis assis, pas suffisamment droit, un peu plié comme ça, j'ai un pli au niveau de mon abdomen, de mon ventre, et donc mécaniquement, mon diaphragme ne peut pas agir, il peut pas descendre dans l'abdomen. C'est trop difficile. Donc je vais décaler ma respiration vers le haut. Et à force, je vais complètement intégrer cette nouvelle possibilité comme un réflexe, et j'ai perdu la fonction première. Une autre manière de perdre cette fonction, qui est liée aussi à la société moderne, c'est le surpoids. Si j'ai une sphère viscérale ou un ventre un petit peu trop rempli, entre guillemets, par de la graisse viscérale, donc de la graisse qui se met entre les organes qui sont faits pour glisser les uns par rapport aux autres et que tout ça soit très mobile, ça va être un peu figé. Du coup, le diaphragme va trouver un peu de résistance dans la possibilité justement de baisser et de mobiliser ses organes. Et donc là aussi, la respiration va, par simplicité, se déplacer dans la fonction thoracique qui est prévu, hein. On peut respirer par le thorax, mais pas tous les jours et pas tout le temps. Merci pour tes explications. Là, tu as dit, tu as parlé en fait de dire, bah voilà, apprendre à respirer, ça s'apprend. Et pour conclure le podcast, j'aurais idéalement eu comme conseil en fait, qu'est-ce que tu recommandes en fait à une personne qui se dit, bon là, je veux réapprendre à bien respirer, un petit peu une routine, et puis également de voir quelle est la respiration que tu recommanderais quand quelqu'un est plutôt dans l'orthosympathique ou si quelqu'un est plutôt dans l'état un peu dorsal de figement pour qu'il puisse revenir un petit peu à un état plus de sécurité. Comme ça, je pense que ça finaliserait avec quelques petits conseils pratiques que les gens peuvent mettre en place. C'est OK pour toi? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, effectivement, on va dire réapprendre à respirer, en réalité. Parce que forcément, on commence notre vie par cette fonction. Donc, elle est prévue au départ, elle est complètement vertueuse, tout va bien. Et simplement, elle se déprogramme presque. Voilà, c'est ce que j'aime, c'est comme ça que j'aime le présenter. Donc, c'est plus remettre en place les bonnes habitudes respiratoires. Et ça, en fonction du décalage qu'on est en train de vivre, ça peut demander un petit peu de temps et surtout, du temps de conscience sur cette pratique. Donc dans une journée, si je m'observe plusieurs fois en apnée ou en respiration paradoxale, c'est ce que tu mentionnais, ou en respiration thoracique et buccale, je m'observe et je corrige. Je m'observe et je corrige. Je m'observe et je corrige. Et à force, je vais pouvoir réimprimer un geste efficace. En même temps, je me serai assuré que mes structures fonctionnent bien, que j'ai bien remis en place la bonne technique de manière consciente. Et à ce moment-là, quand j'ai ça, je peux accéder à des pratiques respiratoires qui vont me permettre, comme je disais en introduction, de changer mes états et d'en profiter. Alors pour les exemples que tu mentionnes, si je suis quelqu'un de assez activé dans ma vie, un peu stressé, un peu anxieux, un peu inquiet, ou alors toujours dans l'action et que j'ai besoin régulièrement de revenir dans une zone plus de repos, aujourd'hui les études scientifiques regorgent de preuves quant à la respiration lente, contrôlée, ventrale, avec une emphase un peu plus sur l'expiration. Voilà. Donc je peux respirer par exemple de manière lente, à peu près 6 fois par minute, c'est connu comme étant une technique qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et puis je peux même décaler ma respiration vers l'expiration. Donc par exemple, si je respire 6 fois par minute, ça veut dire qu'un cycle respiratoire fera 10 secondes. Et je pourrais dire, je fais inspire sur 4 secondes et expire sur 6. Et je vais faire ça pendant plusieurs minutes. Ça va avoir la possibilité de me ramener dans une zone d'apaisement, de conscience de moi aussi, parce que c'est la même zone, de conscience de mes émotions, de ce qu'elles veulent me dire, de conscience de l'environnement, de conscience des autres. Et du coup, j'ai la possibilité consciente de modifier des choses pour peut-être être un petit peu moins mobilisé.
Donc, une pratique régulière de ce type-là, 2 ou 3 fois par jour, ça peut, à force, me permettre justement de redescendre un petit peu dans l'échelle sympathique ou parasympathique et d'être plus disponible. À l'inverse, si je suis quelqu'un qui est déjà en vagal dorsal, bah là, c'est plutôt ce mode freeze qu'on connaît et je vais plutôt utiliser la respiration pour me remettre en mouvement doucement et progressivement. Donc là, paradoxalement, je vais peut-être pouvoir aller chercher des respirations un petit peu plus amples, un petit peu plus dans la poitrine, pour justement remettre cette dynamique en place. Donc pas forcément de manière violente, parce que quand je suis en dorsale, je vais sortir progressivement de cet état. Mais la respiration est une manière douce de le faire. Donc d'avoir l'habitude de faire quelques grandes ventilations, très amples, voilà, et puis petit à petit de le faire plus intense, et puis ça va m'aider à me remettre en mouvement, remettre en activité, sortir de chez moi, revoir du monde, refaire des choses, et hop, j'amorce quelque chose de vertueux, en parallèle certainement d'un accompagnement qui va me permettre de reprendre conscience de mon corps et de le mettre en mouvement. Par la bouche ou par le nez pour ceux qui sont en dorsale? Je pense que la bouche fonctionnerait bien. Moi, j'aime bien aussi faire, quand je travaille la respiration, faire une toute petite bouche pour maîtriser mon débit et bien sentir les muscles et les structures s'activer. Je tire ça du travail qu'on fait en apnée sportive, par exemple, mais le nasal fonctionnera très bien. Et puis pour ce réapprentissage, en fait, ce que, si j'ai bien compris, c'est quand je m'aperçois que je ne suis pas dans une respiration optimale, je corrige. Et est-ce que, je sais pas, mettre en place de dire, je sais pas, tous les matins ou tous les soirs, je prends 5 minutes où je prends le temps de respirer consciemment, est-ce que ça peut aussi aider selon toi ou... Bien sûr, le plus possible. Après, pour recevoir pas mal de monde en cabinet, je me leurre pas sur le temps disponible. Oui. Donc, si déjà dans une journée normale, on peut amener sa conscience à sa respiration et juste corriger ce qui doit l'être, ça c'est super. C'est déjà faire de la respiration. Si en plus j'ai le luxe d'avoir plusieurs fois dans la journée un temps extrait de mon quotidien où je me centre sur la respiration et je suis complètement dédié à cette fonction, génial. Yes. Et pour les personnes qui ont du mal avec leur diaphragme, je vois beaucoup de personnes, elles ressentent leur diaphragme qui est bloqué, presque comme une boule. Qu'est-ce que tu leur recommanderais? Alors, le diaphragme, il somatise beaucoup, c'est-à-dire qu'il est très vite tendu, par exemple, donc il va perdre de la mobilité, soit parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a des freins à cette mobilité, soit parce que lui-même, le muscle, il est déconditionné. Donc là, ben, il peut y avoir des stratégies d'étirement du diaphragme, de massage du diaphragme, soit qu'on va faire tout seul, soit qu'on va pouvoir demander à un praticien, type ostéo, kiné, par exemple, qui va travailler dans la matière, vraiment, et nous aider justement à libérer ce muscle et en général, ça s'accompagne aussi d'une libération un peu émotionnelle qui est en lien en fait avec cette fonction. Oui. Un mot de la fin sur la respiration, si tu voudrais, bah voilà, les auditeurs qui ont beaucoup d'émotions, qui des fois ressentent justement beaucoup d'humeurs changeantes, qu'est-ce que tu voudrais leur dire par rapport à leur respiration? Que le souffle est un refuge, vraiment. Et que le simple fait, par exemple, de retrouver la sensation de l'air au contact des narines et d'amener sa conscience à ça, ça permet déjà de prendre un petit peu de distance avec ce qu'on est en train de vivre, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, quand je dis refuge, c'est ça. C'est, j'ai un petit temps de cerveau disponible qui me dit, reviens à ton souffle. On n'a pas beaucoup de temps pour mettre ça en place. On a entre 40 et 230 millisecondes pour le faire. Donc, c'est très rapide. Mais toujours pareil, plus je vais le faire, plus ça va devenir un réflexe et ça va me permettre de choisir mon action liée à cette émotion ou cet inconfort que je suis en train de percevoir. Sinon, je vais proposer quelque chose d'automatique et je vais être continuellement enfermé dans mes schémas. On l'est tous, hein. Mais c'est intéressant de voir que de temps en temps, je peux infléchir ces réflexes par la prise de conscience du souffle et du coup la prise de décision consciente derrière. Bah, merci pour cette belle conclusion. Et bien sûr, si vous voulez approfondir, bah, je vous recommande d'aller prendre le livre de Stéphane qui s'appelle La respiration, bien plus qu'une pratique essentielle. Et si les personnes ont envie d'en apprendre plus, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors nous, on a un site qui s'appelle la Breathing Academy, donc breathing-du-6 academy avec un y.com. Sur ce site, vous verrez toutes les formations qu'on dispense tant au niveau professionnel qu'au niveau particulier. On a aussi un réseau de plus de 250 coachs qui sont formés en France. Et donc, si les gens ont envie de travailler leur respiration avec des professionnels formés, ben, ils peuvent le faire. Et puis ensuite, on a des stages d'expérimentation de la respiration, de l'apnée, du pranayama. Voilà, c'est une bonne manière d'entrer en matière dans le souffle.
Oui, et bah oui, le souffle, c'est la vie, et quand on l'expérimente, en fait, ça donne toujours envie de plus. Merci infiniment pour ton expertise, tes explications super claires, et venez en parler sur Instagram pour nous dire un petit peu qu'est-ce que vous avez retenu de l'épisode, qu'est-ce qui vous a plu, et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous taguer, puis on répondra aussi au moment de la parution de l'épisode. Merci beaucoup, Stéphane. Bah, merci d'avoir donné de la place à cette magnifique fonction. Merci Sandy.